Istanbul, seule ville au monde à cheval sur 2 continents, l'Europe et l'Asie. Un carrefour entre Orient et Occident, séparé par le Bosphore, ce détroit qui relie la mer Noire à la Méditerranée. Inscrit au patrimoine mondial, Istanbul et son héritage romain, ottoman et byzantin attirent chaque année plus de 10 millions de visiteurs. Autrefois Constantinople, puis Byzance, Istanbul fut la capitale de la Turquie. En 1921, Ankara reprend le flambeau. Pourtant, Istanbul demeure encore et toujours le cœur économique du pays. Mais cette ville focalise aussi toutes les craintes. C'est l'une des 10 plus grandes mégapoles du monde, l'une des plus vulnérables aussi. En cause, une faille sismique qui se trouve dans la mer de Marmara. Une faille qui, en 1999, avait provoqué un terrible séisme de magnitude 7,8 sur l'échelle de Richter, à seulement 100 km du cœur historique d'Istanbul. Pour cet expert, la ville ne sera pas épargnée. Si cette hypothèse se vérifie, on n'échappera pas à des destructions dans la ville d'Istanbul. Cela sera une catastrophe en termes économiques, non seulement pour cette ville, mais aussi pour toute la Turquie. Après le séisme dramatique de 1999, la Turquie est-elle prête à affronter un nouveau tremblement de terre qui semble inéluctable? Comment préserver cet héritage unique au monde? Si un tel scénario occupe tous les esprits, une autre menace pèse sur Istanbul. Le déluge, avec des inondations de plus en plus violentes. Depuis 2003, les inondations sont en augmentation. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il pleut plus à Istanbul ou en Turquie. Une urbanisation sauvage, une course effrénée au développement, au mépris des risques climatiques ou naturels. La Turquie est plus que jamais au carrefour de toutes les tensions. À 110 km d'Istanbul, Gölcük. Nous sommes dans le golfe d'Izmit. Raffinerie, chantier naval, port de commerce, cette industrie lourde fait vivre bon nombre des 130 000 habitants de la ville. Situé en bord de mer, le tourisme commence tout juste à s'y développer. Une vie paisible. Mais en 1999, à Gölcük, la terre tremble. Il est 3h02 du matin quand le temps s'arrête. Ça s'est passé le 17 août. J'en ai encore des frissons. L'épicentre était situé ici. C'est pour cela que nous avons érigé un mémorial à cet endroit. Une manière symbolique de nous rappeler de tous ceux qui ont perdu la vie. C'est notre devoir de nous souvenir de ces milliers de victimes, au moins une fois par an. Il faut savoir que les gens étaient à moins d'1 mètre de nous et on était totalement impuissants. Nemji Kocaman fait partie des secouristes. Comme lui, des milliers de volontaires sont mobilisés, 24 heures sur 24, pour sortir des décombres le moindre survivant. Comme cet enfant, un miraculé. C'était nos familles, nos amis, et nous n'avons pas pu tous les sauver. Près de 17 500 personnes perdent la vie ce jour-là. 24 000 autres sont blessés. C'est le 2e séisme le plus meurtrier de ces 200 dernières années en Turquie. Déjà en 1939, un tremblement de terre de 7,9 sur l'échelle de Richter avait fait près de 33 000 morts. Un traumatisme à chaque fois pour tout le pays. À 50 mètres de l'épicentre et du bord de mer, un quartier fantôme et des stigmates qui rappellent encore la force du séisme.
Neji Kocaman nous y emmène. 19-17 Ağustos depreminin hemen akabinde Ce bâtiment illustre très bien ce qui s'est passé. çökmüş alan içerisinde olan bir alan ve bu dairelerin olmuş olduğu bir alan. Bunun en güzel Regardez. örneği de hemen karşı Avant, taraftaki cet immeuble était à la même hauteur que la route. buranın ne kadar derecede farklı bir şekilde Aujourd'hui, le deuxième étage se trouve à la place du rez-de-chaussée. Tout le bas de l'immeuble s'est effondré. put 3 katı Et regardez, 1, 2, bir 3, kat yok. ce sont les 3 étages qui restent. Des immeubles déserts. Dans cette zone, tout autour du littoral, il est interdit de reconstruire. Un séisme qui a changé la physionomie de Gölcük. Désormais, la ville se développe sur les hauteurs, loin du bord de mer. Devant nous, voici la vieille ville de Gölcük. Ici, on s'est efforcé de faire naître une toute nouvelle ville. Avec la population, nous avons fait sortir du sol, des profondeurs, notre nouveau Gölcük. Nous avons bien entendu fait nos démarches en tenant compte des erreurs du passé. On a fait réaliser des études sismiques et géologiques des sols de la ville. Avec ces données, nous avons mis en place des nouveaux codes de construction et nous avons essayé d'appliquer à la lettre ces recommandations. Pour tous ceux qui habitent encore dans les bâtiments touchés par le séisme, on ne peut pas dire que leur sécurité soit garantie. Aujourd'hui, pour le maire, l'enjeu principal, c'est d'assurer la sécurité de ses concitoyens. Mais il doit aussi penser à développer sa ville. Or, l'atout principal de Gölcük, c'est sa façade maritime, zone la plus vulnérable. Un dilemme pour le maire qui se retrouve les mains liées. Vous, en tant que maire, vous pouvez les forcer à partir? Nous savons que ces constructions ne sont pas fiables en cas de séisme. Mais du point de vue du droit turc, elles sont tout à fait légales. C'est pour cela que nous ne pouvons pas expulser les gens. Pourtant, en regardant le rivage, on s'aperçoit que le trait de côte a reculé. Les poteaux électriques se trouvent à une dizaine de mètres de la promenade. Suite au séisme, un tsunami avait déferlé sur le golfe d'Izmit. Nemji, le sauveteur, nous emmène là dans un endroit où jamais personne n'aurait dû reconstruire. Ici, c'est l'endroit où l'on se souvient le plus du tremblement de terre de 1999. Regardez, c'était là où les enfants venaient s'amuser jusqu'à tard le soir. C'était très animé. Mais le 17 août, la mer est montée jusqu'à hauteur d'homme. Et partout régnait la désolation. C'était une nuit très très angoissante. On sait que les spécialistes nous déconseillent de remblayer ce genre d'endroit avec de la terre. Malheureusement, l'être humain a la mémoire courte. On a rapporté de la terre et on a remblayé. Et on a recréé des espaces verts. En 1999, il n'y a pas eu de victimes dans ce parc d'attractions. Mais il a été reconstruit au même endroit, à une centaine de mètres du front de mer. Une aberration pour le sauveteur, car il sait que le danger est toujours là. Dans la mer de Marmara court une faille sismique, la faille nord-anatolienne. Elle est représentée ici en différentes couleurs. En bleu, au milieu, ce sont les zones les plus fragiles, où un tremblement de terre comme celui de Gölcük pourrait se reproduire d'ici à 2100. Un séisme imminent. Les scientifiques du monde entier s'y intéressent, parmi eux ceux de l'Ifremer. Depuis 9 ans, l'Institut français déploie des moyens considérables pour étudier cette faille et cartographier le plancher océanique de la mer de Marmara. C'est le point à partir duquel on va commencer les choses sérieuses. Un sous-marin s'approche au plus près de la faille. Les instruments de mesure installés à l'intérieur captent les moindres mouvements des plaques. À 16 mètres du point, ouais. C'est parfait. 13 mètres du point.
Pour bien comprendre la fragilité de la Turquie, il faut s'intéresser à sa situation géographique. Le pays se trouve sur la plaque anatolienne, une plaque qui chaque jour subit la pression de deux autres plaques. L'une au sud-ouest en Afrique, l'autre au sud-est, au Proche et Moyen-Orient. Elle est prise en étau par la plaque eurasienne au nord, qui, elle, ne bouge pas. Quand la pression est trop forte, la terre tremble. Sur les hauteurs d'Istanbul, le professeur Doğan Kalafat prend le pouls du pays. Il dirige le Centre national des séismes. Chaque jour, la terre tremble en Turquie, de petites secousses le plus souvent. Il vient juste d'y avoir un nouveau tremblement de terre, de faible magnitude, 1,8 à Trakya. Il y a environ 50 secondes. Vous êtes un peu le Big Brother de la Turquie? Ben oui. Les yeux et les oreilles de la Turquie. Chaque secousse, même la plus infime, est enregistrée. Grâce aux travaux réalisés et aux données recueillies, Doğan Kalafat peut prévoir la zone qui pourrait être affectée la prochaine fois. Après le séisme de 1939, il y en a eu d'autres. En 42, 43, 44, 57, 67 et enfin 1999. Et ici, il y a eu un séisme en 1912. Du coup, là, c'est la seule région qui se trouve sur la faille nord-anatolienne qui n'a pas encore été touchée par un tremblement de terre. Il y en aura un dans les prochaines années. C'est cette zone de la mer de Marmara qu'on appelle le vide sismique. Il y a plusieurs scénarios quant au lieu du prochain tremblement de terre. Dans la plupart des hypothèses, la principale fracture se situera face aux îles aux Princes. Pour la plupart des experts, le prochain séisme aura lieu ici, aux îles aux Princes. C'est à 15 km d'Istanbul. Un archipel de 9 îles, un lieu de villégiature où les Stambouliotes viennent passer le week-end. L'été, les îles voient leur population multipliée par 2. Büyükada, qui signifie en turc grande île, est la plus importante de l'archipel. On circule à vélo ou en calèche. La voiture est interdite. Dans ce havre de paix, les touristes semblent oublier la menace. Vous êtes au courant qu'il y a une faille dans la mer tout près d'ici? Oui, nous en avons entendu parler à la télévision. Nous le savons, mais nous venons quand même. On ne sait pas quand ça va arriver. Oui, il y aura un grand tremblement de terre, mais on ne peut pas prédire quand il arrivera. Impossible de le prévoir. En attendant, les touristes profitent de ce décor bucolique et de son patrimoine. Un héritage qui fait la fierté de ses habitants. L'adjointe au maire, Medine Tekin, nous montre quelques joyaux de l'île. Des villas imposantes et colorées. Les plus anciennes datent du XVIIIe siècle. Là, c'est le palais de Jom Pacha, un bâtiment historique. Il date des années 1800. Il est souvent utilisé pour les tournages de séries télévisées. Des maisons de style victorien, souvent en bois. Très peu de nouvelles constructions sont autorisées. Ici, on restaure. Là, c'est une maison typique, représentative de Lviv. Ici, c'est un ancien orphelinat, construit entre 1898 et 1899. Ce bâtiment n'est plus utilisé, mais il est protégé. Ce bâtiment est le plus grand bâtiment en bois de toute l'Europe. Les îles
compte près de 900 monuments historiques de ce genre. Depuis 1984, l'archipel est classé au patrimoine national. Ça fait maintenant 5 ans que je vis ici et je suis bien contente. Heureusement qu'il existe un endroit comme celui-ci. Et comme je m'y plais beaucoup, je souhaite vraiment me rendre utile à cette île. Un patrimoine que l'adjointe au maire n'a de cesse de faire découvrir à ses compatriotes comme aux touristes étrangers. Des chefs-d'œuvre, en péril peut-être. Nous lui montrons l'entretien que nous avons eu avec le sismologue Doğan Calafat, lorsqu'il nous expliquait que les îles aux Princes seraient en première ligne en cas de séisme. Les séismes sont inhérents à la Turquie. N'importe où dans le pays, il peut y en avoir. Donc pour moi, ça n'a pas de sens d'avoir peur. Je pense qu'il y a peu de probabilité d'avoir un séisme de grande magnitude sur cette île. Les touristes peuvent venir ici. Malgré ces prévisions alarmistes, Medine semble sceptique. Est-ce qu'à la mairie, vous annoncez aux habitants et aux touristes qu'il y a un risque de séisme? Non, on n'entre pas dans ce genre de démarche. Ça rendrait les gens encore plus anxieux. Ce n'est pas judicieux d'annoncer cela. Il y a des séismes partout en Turquie. Si on leur disait ça, les gens auraient peur de venir en vacances sur les îles. Pragmatique, Medine, l'adjointe au maire, sait que toute l'économie des îles aux Princes repose sur le tourisme. Mais l'élue est également géophysicienne. Elle s'intéresse aux dangers qui pourraient provenir de la mer. Ce jour-là, c'est un confrère d'Istanbul qui lui a donné rendez-vous sur l'île voisine de Sedef Adasi. Ayroula Karabulut est accompagné d'une chercheuse française. Ils viennent relever les données enregistrées par les capteurs sismiques installés ici depuis 2007. Medine voudrait équiper son île du même dispositif. 30 minutes de marche pour atteindre l'endroit où sont placés les capteurs. Arrivé au sommet, il faut encore déblayer. Petite séance de jardinage. Ayroula ne vient que tous les 6 mois effectuer les relevés. Là-dessous, c'est le sismomètre qui nous permet d'enregistrer les mouvements du sol. Le but de cette machine, c'est de capter les moindres secousses aux alentours, même celles de faible magnitude. Grâce à ces données, on a même pu enregistrer des mouvements vraiment très faibles. Ces machines sont extrêmement sensibles. Des données qui pourraient se révéler utiles et efficaces pour mieux anticiper les séismes ou prolonger le temps d'alerte. Des observations ont été faites avant le séisme d'Izmit qui a eu lieu en 1999. Donc ces observations ont été faites 10 ans après le séisme. Et on voit qu'avant ce séisme, il y a une petite activité qui se met en place. Et donc ça voudrait dire qu'il y a une phase de préparation avant les séismes. Donc peut-être qu'un jour, on sera capable d'interpréter cette phase de préparation et de dire qu'elle sera suivie d'un séisme. Mais pour l'instant, on est incapable de dire si une activité sismique va être suivie d'un très gros séisme. Impossible de prévoir quand aura lieu le prochain Big One, un séisme d'une magnitude supérieure à 7. Mais les scientifiques savent déjà où ce tremblement de terre pourrait se produire. Les îles aux Princes seront touchées, mais pas seulement. Nous partons à Istanbul. En cas de séisme, la ville ne serait pas épargnée. Istanbul représente à elle seule 28% du PIB de la Turquie. Une mégapole en plein essor. Depuis 1950, sa population ne cesse d'augmenter. 14 millions de personnes y vivent aujourd'hui. Istanbul, c'est d'abord une histoire, romaine, byzantine et ottomane. Du monde entier, les touristes viennent découvrir les palais, les églises, les mosquées, tous les monuments historiques qui font sa renommée. Chaque année, ils sont plus de 10 millions à sillonner la ville, de la mosquée bleue à Hagia Sophia. Tour à tour basilique puis mosquée en 1935, celle-ci est transformée en musée. D'autres joyaux à Istanbul, comme le Bosphore, ce détroit de 42 km qui relie la mer Noire à la mer de Marmara, une frontière naturelle entre deux mondes, l'Europe et l'Asie.
En 1999, il y a eu près de 17 500 morts à Izmit. Que se passera-t-il ici, dans l'une des plus importantes villes du monde? Nous retrouvons le sismologue Doğan Calafat. En cas de séisme dans la mer de Marmara, pour lui, les conséquences seront dramatiques. Si cette hypothèse se vérifie, on n'échappera pas à des destructions dans la ville d'Istanbul. Cela sera une catastrophe en termes économiques, non seulement pour cette ville, mais aussi pour toute la Turquie. Sur les rives de la mer de Marmara, Sulukhule. C'est l'une des zones d'Istanbul qui pourrait être frappée le plus durement par le tremblement de terre. Nichées contre les remparts byzantins de la vieille ville, de petites maisons en mauvais état. Nous sommes dans l'un des quartiers les plus défavorisés de la ville. Connu longtemps comme un haut lieu de la fête à Istanbul, il abritait la plus vieille communauté gitane du monde. Tout le quartier vibrait au son des violons et des clarinettes. Un lieu incontournable pour les noctambules. Des milliers de personnes habitaient ici, dans des gecekondu, des baraquements de tôle qui ne respectaient pas les normes et qui étaient bien souvent construits de manière illégale. En 2006, les autorités veulent réhabiliter le quartier. Ils déplacent les populations. Sulukhule aiguise l'appétit des promoteurs. Ne me filme pas, mon frère. Éteins ta caméra. Notre caméra n'est pas la bienvenue, même si nous sommes accompagnés de Cihan. Elle est membre de l'association de défense du quartier. On est déjà venu nous filmer, et ça n'a rien changé. Tout le monde se fiche de nous. Mais là, c'est la télévision française. Avant, on avait un endroit où travailler, mais tout a disparu. Comme des centaines de familles, cet homme a été expulsé de chez lui, sa maison détruite par les autorités. Juillet 2006, les démolitions commencent. Des bulldozers entrent dans Sulukhule pour raser les habitations illégales. Près de 600 familles se retrouvent sans domicile. Seulement une trentaine de maisons sont épargnées pour leur valeur historique. Ils nous ont donné 15 000 € pour compenser. C'est 100 fois le salaire mensuel des habitants du quartier. Une somme importante, mais pas suffisante selon eux, pour compenser les pertes subies. 45% du quartier de Sulukhule serait classé à risque. C'est l'argument avancé par la mairie d'Istanbul pour détruire les maisons et déplacer les populations, ce qui révolte Cihan. Vous voyez ces maisons de plein pied ou d'un étage? Comment peuvent-elles être touchées par un séisme? C'est ridicule, parce que c'était l'excuse utilisée pour raser ce quartier et le laisser aux mains des promoteurs. Mais c'est un mensonge, c'est une excuse pour céder ce quartier aux promoteurs et le remplacer par cet horrible projet. Le Premier ministre trouvait que Sulukhule était monstrueux, mais c'est ça qui est monstrueux. Ce projet, c'est celui des promoteurs qui construisent des résidences de standing en lieu et place des petites maisons de fortune. Ces habitations sont-elles plus résistantes face au séisme? Impossible de le savoir. Bien trop cher pour la majorité des habitants, ils sont contraints de partir. En échange, le gouvernement leur a proposé un relogement. À 45 km du centre-ville, dans la campagne stambouliote, la petite ville d'Arnavutköy. Ici, jusqu'en 2006, il n'y avait rien que des champs. Désormais, il y a une mosquée toute neuve. Elle trône au sommet de la colline. Partout, des résidents sortent de terre, avec un seul nom affiché, TOKİ. C'est l'organisme qui est chargé des logements collectifs en Turquie. Créée en 2008, la résidence de Taşoluk abrite désormais 2300 locataires ou propriétaires. Il y a 3 ans, Mustafa Öztürk a acheté un appartement pour sa famille. Oui, c'est une région où il y a un risque de tremblement de terre. Mais comme nous avons des bâtiments à 3 étages en parpaing, ces habitations peuvent résister à un séisme de magnitude 11. Si Mustafa est satisfait de sa nouvelle vie, la majorité des habitants de Sulukhule refusent de déménager dans ce nouveau quartier. Seules 25 personnes ont accepté de partir aussi loin d'Istanbul. Mais pour Mustafa, le choix était rapide.
Là, nous avons la chambre d'enfant. Au total, nous avons 108 mètres carrés. Avant, on en avait 70 ou 80 maximum. Et là, vous avez notre chambre à coucher. Un appartement plus spacieux, de meilleur standing, mais il y a aussi une question de sécurité. Ça sert à rien de vivre dans la peur d'un tremblement de terre, même si c'est difficile de ne pas y penser. Et puis c'est surtout les enfants qui en ont peur. C'est pour eux que nous sommes venus habiter ici. Si dans ce nouveau cadre de vie, ces enfants sont rassurés, les adultes, eux, se souviennent tous du séisme d'Izmit en 1999. Vous avez peur d'un tremblement de terre à Istanbul? Qui n'en aurait pas peur? La manière dont nos bâtiments sont construits écarte ces craintes. Ce sont des bâtiments solidement conçus, avec seulement 3 étages. 7% de briques et le reste c'est du béton. C'est du très solide. Et l'espacement entre les maisons est assez grand. Et ça c'est bien pour nous. Quitter Istanbul, un mal pour un bien, c'est peut-être le prix à payer pour se sentir plus en sécurité. Nous retournons au centre de sismologie. Pour l'expert, les 2 quartiers, Sulukule et Arnavutköy, seront frappés par le Big One, mais les conséquences ne seront pas les mêmes. Nos constructions traditionnelles sont en bois ou en torchis. Elles ne sont donc pas résistantes aux tremblements de terre. De plus, elles augmentent le ressenti de la force du séisme. Les terrains proches de la mer sont plus friables, alors que plus on monte vers le nord, plus le sol est rocheux et donc solide. En cas de séisme, Sulukule, le quartier historique, serait forcément plus touché qu'Arnavutköy parce qu'il est plus proche de la faille. Alors, que faire contre l'inéluctable? S'il est impossible d'anticiper le moindre séisme, les Turcs ne peuvent qu'essayer de se préparer au mieux, en attendant le pire. Bien loin des lieux touristiques, un endroit est devenu incontournable pour tous les Turcs. 8000 jeunes y viennent chaque année, près de 90 000 adolescents depuis son ouverture en 2003. Pourtant, il n'y a là qu'un simple décor représentant leur quotidien, une chambre d'enfant et une salle de classe. Rouya est éducatrice. Elle a rassemblé une vingtaine de jeunes ce matin pour une expérience un peu particulière. Est-ce que 4 d'entre vous peuvent se porter volontaires pour nous montrer les bons gestes à adopter? Des gestes qui, en cas de tremblement de terre, peuvent leur sauver la vie. Bon, là par exemple, nous sommes dans un couloir. Qu'est-ce qu'on doit faire? Où faut-il se mettre? Nos 2 genoux doivent toucher le sol. Tu peux nous montrer, s'il te plaît? On doit se tenir la nuque avec l'autre main, car celle-ci doit tenir le meuble. Et tu ne dois pas dépasser le haut du meuble. Ces adolescents vont vivre pour la première fois un tremblement de terre d'une magnitude 5 sur l'échelle de Richter. La secousse ne dure que quelques secondes. Elle est bien moins forte que le séisme prévu à Istanbul. Ça fait peur? Oui, c'est la première fois que je vis un séisme. Je n'en avais jamais ressenti un avant. Je réalise maintenant que si ça arrivait pour de vrai, ce serait horrible. Lors du séisme de 1999, la plupart de ces enfants n'étaient pas nés. La directrice du site, Gülün Tarnican, est ingénieure sismique. Pour elle, il y a urgence. Il faut préparer les générations à venir. Notre objectif, c'est d'éduquer les enfants pour qu'ils sensibilisent à leur tour leurs parents. Nous les encourageons à leur poser des questions telles que « Est-ce que notre maison est armée face au séisme? Est-ce que nos meubles sont bien fixés? Que faire en cas de tremblement de terre ?» Ainsi, ensemble, ils peuvent mieux se préparer pour faire face à ce genre de catastrophe. Ces jeunes pourraient bien connaître le Big One à venir, eux ou leurs enfants, car selon les experts, le séisme annoncé devrait se produire avant 2100. À Istanbul, la terre peut trembler à tout moment. Mais la ville semble insouciante. Une vie paisible
à l'image de ces pêcheurs sur le pont de Galata. Une vieille tradition. La mégapole et ses habitants vivent pourtant avec une autre menace. Une menace venue du ciel. La tour de Galata ou la basilique Saint-Sauveur, sous un ciel d'orage, des images qui ne figurent jamais sur les cartes postales. Si les étés sont chauds et secs, le reste de l'année, il pleut. 850 mm d'eau en moyenne. C'est un tiers de plus qu'à Paris. Les habitants étaient habitués à des crachins, des pluies fines. Mais depuis une cinquantaine d'années, le rythme des précipitations a changé. À l'université d'Istanbul, Barbaros Genenchgil étudie ces changements climatiques. Il se concentre sur cette période et sur la région d'Istanbul, soumise désormais à des pluies diluviennes, comme en octobre 1985, où il est tombé en moins de 48 heures plus de 21 cm d'eau partout dans la ville. Là, vous voyez les inondations en Turquie de 1940 à 2009. On voit que surtout depuis 2003, les inondations sont en augmentation. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il pleut plus à Istanbul ou en Turquie. Mais alors qu'il n'y a pas davantage de précipitations, il y a de plus en plus d'inondations. Pas plus de précipitations à l'année, mais des épisodes plus violents. Le 8 septembre 2009, de fortes pluies s'abattent sur toute la ville. 2 jours de déluge. En seulement quelques heures, les rivières d'Istanbul débordent. À certains endroits, comme sur le périphérique, le niveau de l'eau atteint 2 mètres. Les automobilistes se retrouvent piégés dans leur propre voiture. Bilan, 24 morts, quelques centaines de maisons inondées et des entreprises qui, comme celle-ci, vont mettre des mois à réparer les dégâts et retrouver un fonctionnement normal. Si l'on regarde les précipitations à Istanbul, par exemple dans le quartier de Florya, en 36 heures, on remarque que 100 mm de pluie sont tombées, ce qui correspond à 1/7 des précipitations d'une année. Une telle situation n'aurait rien de dramatique si elle ne se produisait pas dans les quartiers les plus vulnérables, ceux où l'homme a construit de manière irraisonnée. En rouge, ce sont les habitations. Au centre, les industries. Le nord est plutôt désert. Les vrais problèmes, ce sont dans ces zones-là. On voit bien l'urbanisation. Pour construire massivement, on a envahi le lit de la rivière. Pour comprendre les causes de ces terribles inondations, il faut sortir du cœur historique d'Istanbul, aller plus à l'ouest, là où les monuments et les habitations cèdent la place aux zones industrielles et commerciales, des secteurs en plein boom. Quand il visite ces quartiers, Jean-François Pérouse est toujours armé de son appareil photo. Il mitraille chaque nouvelle construction ou chaque modification du paysage urbain. Ce Français n'est pas l'un des millions de touristes en visite à Istanbul. Depuis 15 ans, il dirige l'Institut français des études anatoliennes. Juste après les inondations de 2009, il décide de se rendre sur le terrain avec un objectif en tête, décrypter, analyser les raisons pour lesquelles les rivières d'Istanbul se sont réveillées brusquement. Eh bien là, on est sur une rivière qui a été totalement recouverte, qui était pourtant une rivière très importante, puisque les bateaux de la marine, de la flotte ottomane, pouvaient la remonter. Il faut beaucoup d'imagination pour penser qu'il y a une rivière, Dereboyu, donc qui veut dire le long de la rivière. On roule sur la rivière, là. Des secteurs bétonnés pour faciliter la circulation. Dans ces quartiers en expansion, les autorités ont recouvert ce cours d'eau et beaucoup d'autres encore. Sur les 8 rivières qui traversent la zone, la plupart ont été enterrées. La Yamama n'a pas été épargnée. C'est l'un des principaux fleuves d'Istanbul. Ce n'est désormais plus qu'un mince filet d'eau pollué par les usines de teinturerie toutes proches. Là, la rivière est totalement soustraite à un regard.
et n'est plus une composante du paysage qui serait valorisée. Elle est cachée de mille manières. Et les automobilistes qui passent là, en très grande majorité, ne savent pas qu'il y a une rivière. Donc on est dans un des secteurs qui a été vraiment très inondé en septembre 2009. Par exemple, tous ces établissements commerciaux étaient les pieds dans l'eau. Il y a un mur qui s'interrompt brutalement. C'est à contenir les eaux, le débordement des eaux en cas de montée des eaux. Mais en fait, en définitive, s'il n'est pas fait de manière, disons, cohérente sur l'ensemble du bassin versant, il n'a pas grand sens. Travail bâclé à certains endroits. Ces murs de béton que l'on appelle corsetage doivent normalement canaliser le flux des eaux, surtout en période de crue. On le voit sur cette animation, lors de pluies diluviennes, l'eau, enserrée dans ces canaux, ne peut plus s'écouler normalement. Le lit de la rivière est largement réduit. L'eau déborde et envahit tout sur son passage. Problème supplémentaire, ces canaux ne sont pas construits de manière continue, tout au long du cours d'eau. Vous voyez, on n'a pas du tout la même génération dans les corsetages. Quand je disais que ça se faisait comme ça au coup par coup, là, vous voyez, c'est beaucoup plus ancien. Il y a un corsetage qui a été fait pour l'usine qui est là en rive gauche. Et là, l'autre. Et là, on voit bien que c'est une génération plus récente. Si je ne m'abuse, ça a même été fait après la grande inondation de septembre 2009. Parfois, on rafistole. Ailleurs, on restaure. Comme ici, où le maire de la ville lance des travaux qui visent à renforcer les canaux. Il s'en félicite. C'était au lendemain des inondations de 2009. Nous avons développé un canal capable de faire passer 400 mètres cubes d'eau en 1 seconde. La mairie part au plus pressé. Mais a-t-elle tiré les leçons des dernières inondations? Dans cette zone commerciale, par exemple, rien n'a été fait depuis la catastrophe. En 2009, le canal n'avait pas pu contenir les eaux en furie. Le parking, situé à gauche de la rivière, a été complètement submergé. L'eau s'infiltre partout, jusqu'à l'échangeur autoroutier. L'ensemble du parking a été balayé, puisque vous avez donc sous l'autoroute, là, un petit peu en aval, un rétrécissement, un effet goulot d'étranglement. Et donc il y a eu un effet barrage. Les eaux ont monté subitement. Donc le passage là n'a pas été calibré correctement pour des épisodes pluvieux un peu importants. Partout, la rivière reprend ses droits. Les dizaines de camions qui stationnaient ce jour-là sont emportés par le courant et s'écrasent contre l'autoroute. 12 chauffeurs qui dormaient dans leur poids lourd perdent la vie. Depuis, moi je suis surpris puisqu'il n'y a pas eu vraiment de mesures très très sérieuses. L'activité de parking, comme vous le voyez, demeure. Cette zone qui devrait être une zone d'épandage des eaux et d'infiltration, une zone évacuée malheureusement, ne l'est pas. Aujourd'hui, le parking a repris ses activités. Alors que Jean-François Pérouse nous montre que rien n'a été amélioré depuis le drame, le propriétaire des lieux nous interpelle. Après l'inondation, il a été le seul à avoir été mis en examen. Je me demandais si vous nous filmiez, car on n'arrête pas de nous montrer du doigt. On est passé au tribunal, le verdict est tombé, finalement on nous a innocentés. Ici ou ailleurs, dans les quartiers ouest d'Istanbul, rien ou presque n'a été fait pour éviter qu'un tel scénario ne se reproduise. À l'époque, tous les médias turcs avaient pointé du doigt cette urbanisation sauvage, cette course effrénée pour développer encore plus cette mégapole. En 2009, le ministre de l'Environnement avait reconnu que des erreurs majeures d'aménagement avaient été commises. Il citait en particulier les constructions réalisées dans les lits des rivières ou juste à proximité. 5 ans après le drame, la ville poursuit son essor. Une fuite en avant. Voilà les bétonneuses qui sillonnent en permanence la ville et qui sont bien l'expression la plus concrète de ce qui est en train de se faire et de se défaire. Pour ce spécialiste de l'urbanisation, les dégâts sont déjà multiples. Les rivières ont perdu leur rôle
de lieux de sociabilité, parce que tout a été urbanisé, parce qu'elles sont polluées, parce qu'elles ont été corsetées, elles ont disparu, elles ont été ponctionnées, enfin, bref, soumises à rude épreuve. Pour les générations à venir et pour les équilibres à venir, moyen et long terme, c'est effectivement préjudiciable, puisqu'il n'y a aucune anticipation, justement. Concilier développement économique et sécurité de leurs administrés, voici l'enjeu auquel les autorités devront se confronter, tôt ou tard. À plusieurs reprises, nous avons sollicité la mairie d'Istanbul. Impossible de rencontrer qui que ce soit. Même refus du côté d'Iskit, l'organisme qui gère les rivières. Personne n'a accepté notre demande d'entretien. Pour le climatologue Barbaros Genenchgil, la parade aux inondations n'est pourtant pas si difficile à mettre en place. Ça serait très facile de résoudre le problème. On connaît la quantité de précipitations qu'Istanbul a connue depuis 50-80 ans. Donc on sait le nombre de canaux à construire pour contenir ces pluies. Pour lui, la ville aurait dû inscrire ce projet dans la liste des grands travaux entrepris par le gouvernement et la mairie d'Istanbul. Une dynamique amorcée dès 2002. Symbole de cette politique, le métro souterrain du Marmaray. Il a été inauguré en octobre 2013. 14 km qui relient les rives asiatiques et européennes. À 62 mètres sous la mer de Marmara, ce projet pharaonique a mis 9 ans à aboutir. Même s'il est situé à 15 km environ de la faille, le Marmaray peut résister à des séismes d'une magnitude 11 sur l'échelle de Richter. Selon les concepteurs, un voyage sans risque pour les milliers de passagers quotidiens. Cette politique de grands travaux, dénoncée par beaucoup, n'est pas prête de s'arrêter. Le gouvernement construit tous azimuts, un passage obligé. La Turquie veut entrer dans la cour des grands et dans la communauté européenne. Sous l'eau, sur les rivières, la ville repousse toujours plus loin ses limites. Si chaque année 10 millions de touristes du monde entier font une étape à Istanbul, ils profitent également des charmes du bord de mer. À 500 km au sud de la capitale économique, au bord de la mer Égée, la région de Balıkesir est réputée pour son air pur, ses oliviers et son littoral. Ici, les montagnes plongent dans la mer. Une vue imprenable sur tout le golfe, très prisé par les touristes. Aujourd'hui, la terre est craquelée à cause de la chaleur, mais il y a quelques mois, tout le littoral était sous les eaux. Décembre 2013, au milieu de la nuit, la région est touchée de plein fouet par des pluies diluviennes. Au pied des montagnes, la petite maison de Nuray Günsay était en première ligne. Il y a eu des pluies très fortes. Très vite, l'eau s'est approchée de la maison. Elle s'est ensuite infiltrée jusque-là. Ça arrivait de partout, des fenêtres, des lavabos, jusqu'à atteindre dans le salon ce niveau-là. Nous avons paniqué en pensant que nous allions être noyés. Nous avons décidé d'aller rejoindre ma cousine, qui vit de l'autre côté de la rue. Il fallait absolument que l'on se sauve d'ici. L'eau était montée jusqu'ici. La porte était bloquée par la pression de l'eau. On a dû sortir par la fenêtre. On avait de l'eau jusqu'ici. Avec son mari, son fils et sa mère très âgés, ils sortent de la maison. Mais dehors, l'eau est partout. Ici, on avait encore pied. Regardez, il y a encore la trace de l'eau. Très vite, l'eau envahit tout le quartier. C'est là où le drame a eu lieu. Avant, il y avait un toit, une petite maison se trouvait là. Et d'un seul coup, tout s'est effondré. Regardez, c'est resté tel quel.
Le courant est très fort. Nouraï perd connaissance et se retrouve coincé dans les décombres de cette maison. J'ai attendu les secours pendant 1 heure. Finalement, j'ai entendu les sirènes et vu la lumière. Je criais « Sauvez-moi, je suis ici ». J'ai appelé mon mari. Mais l'eau l'avait projeté derrière le mur, là-bas avec mon fils. On s'appelait, mais je ne savais pas où ils étaient. Nouraï finit par retrouver son fils et son mari, mais pas sa mère. Et puis j'ai demandé où était ma mère. Elle avait été emportée. Ce sont des moments terribles, vous ne pouvez pas imaginer. Rien que de vous en parler, j'en suis encore toute chamboulée. Nouraï perd sa mère. Elle ne pourra jamais oublier cette nuit-là. C'est en contrebas de sa maison, au pied des montagnes, que les habitants ont été les plus touchés. Plus loin, dans le centre-ville, les dégâts ne sont que matériels, mais les flots qui envahissent la route principale sont impressionnants. Déjà inondés à plusieurs reprises, les habitants n'ont jamais vu ça. Mehmet Akif Öznal nous emmène dans les montagnes. Cet architecte de formation est aussi président d'une ONG de protection de la nature. Il dénonce les dernières transformations effectuées avant le drame et qui, selon lui, ont accentué son ampleur. C'est dans cette montagne que l'eau prend sa source. C'est un cycle naturel. Les eaux de pluie s'accumulent, puis elles se déversent dans la rivière, traversent la vallée pour se jeter finalement dans la mer. Comme il n'y a plus d'arbres, les inondations sont inévitables. Auparavant, les pluies s'infiltraient naturellement dans le sol. Elles étaient retenues par les arbres. Mais des mines et des maisons ont grignoté du terrain à flanc de montagne. Privées de cette barrière naturelle, les eaux pluviales n'ont plus un seul obstacle. Elles ont dévalé et tout détruit sur leur passage. Ensuite, il y a le problème de l'afflux des touristes dans cet endroit magnifique. Les gens ont investi la région pour construire leurs résidences secondaires. Toute cette côte a été envahie. C'est cette urbanisation galopante qui a accentué la déforestation. Pour permettre à tous ces vacanciers de profiter de leurs résidences et des plages de la côte, la route qui longe le littoral avait subi elle aussi des transformations. Depuis 2007, elle était passée petit à petit de 2 à 4 voies. Là encore, ça n'est pas sans conséquence. La Turquie s'est engagée résolument vers un développement tous azimuts, un développement qui peut avoir des conséquences sur les populations. Dans de nombreuses localités comme celle d'Edremit, les maires sont confrontés à ce type de problème. Je pense que le véritable souci vient du fait que nous n'avions pas bien considéré la topographie de la région lors de la construction de cette route. En effet, si l'on avait pris en compte les fossés, les canaux et la nécessité de construire des ponts adaptés, nous n'aurions certainement pas vécu ce genre de catastrophe. Membre du parti d'opposition, le CHP, il dénonce une politique d'urbanisation décidée, sans concertation. Voilà la carte de la ville d'Edremit. La route commence là et va à l'est jusque là. Cette artère a été conçue sur plan à Ankara, sans prendre en compte l'environnement. Résultat, il y a eu d'importants dégâts. Cette partie-là et celle-ci ont été les plus touchées par les inondations. Ironie du sort, la route censée favoriser le tourisme est aujourd'hui accusée de tous les maux. Ali Osman est restaurateur. Son établissement est situé entre la route et le bord de mer. En cette nuit de décembre 2013, il s'est retrouvé cerné par les eaux. D'un côté la mer, de l'autre les eaux pluviales qui dévalent des montagnes. Pour que l'eau accumulée puisse s'écouler, on a dû casser le remblai à l'aide d'une pelleteuse. Mais l'eau ne pouvait toujours pas s'évacuer à cause des fauteuils, des tables, des frigidaires qui flottaient partout. Il y avait même la voiture d'un de mes amis là-bas.
Si je me souviens bien, on a dû casser le remblai à 5 ou 6 endroits. L'eau venait de là, et puis de là, d'ici aussi. L'eau avait atteint 1 mètre. On a bien essayé de résister, mais c'était impossible. Dans son restaurant, tout est balayé vers la mer. Il faut plusieurs mois pour le remettre en état avant la nouvelle saison. À l'avenir, cela va toucher le secteur du tourisme. C'est évident. Le coût des dégâts a été terrible pour la région. Les gens qui ont entendu parler de ces catastrophes ne voudront plus venir ici en hiver et au printemps à cause des risques. Moi-même, à leur place, j'aurais peur et je ne viendrai pas. Avec ce type de menace, la région ne peut plus être un lieu attractif pour les touristes. Certainement pas. L'été, la population est multipliée par 15. Le tourisme est un enjeu vital pour toute la région. Le maire d'Édrémit veut remédier aux problèmes d'inondation au plus vite. C'est notre devoir de trouver des solutions à ces dangers qui nous menacent. D'ailleurs, nous avons déjà entamé des démarches. Par exemple, nous avons procédé à des aménagements sous la route pour éviter tout débordement. Nous avons construit des canaux d'évacuation. Je pense que de cette manière, nous allons pouvoir remédier aux problèmes que pose cette route. Un discours pragmatique et volontariste. Pour l'économie locale, il faut absolument que les touristes continuent de venir. Il n'est pas question de stopper la construction de nouvelles routes. Il faut surtout en finir au plus vite pour prendre les mesures adaptées. Tous les interlocuteurs que nous avons rencontrés sont aujourd'hui face à un choix. Comment concilier développement économique sans céder à la précipitation? La Turquie est aujourd'hui à un carrefour de son histoire. Que ce soit à Istanbul ou sur la côte même credo. Construction multiple, croissance économique et développement du tourisme, le pays veut renouer avec sa splendeur d'antan. Mais confrontée à plusieurs fléaux, la Turquie pourra-t-elle continuer son essor sans faire de la sécurité une priorité absolue ?